le gouvernement de la transition informe l'opinion par le décret que son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, a accordé la grâce présidentielle à M. Yann Christian Bernard Vézilier, de nationalité française, condamné par la justice malienne à 20 années de réclusion criminelle pour atteinte à la sûreté de l'État. Le premier paragraphe est un paragraphe de valeur juridique. Selon la Constitution, qui est la loi fondamentale de la République du Mali, le chef de l'État, le président de la transition de la République du Mali, a le pouvoir d'accorder la grâce présidentielle à n'importe quel prisonnier des prisons du Mali, qu'il soit malien ou non malien. Donc, le premier paragraphe de ce communiqué nous rappelle simplement que cela a été fait dans le respect de la loi. La Constitution, qui est la loi fondamentale du Mali, reconnaît au président malien le droit d'accorder la grâce. Il s'ensuit que l'acte qu'il a posé est un acte légal et c'est un acte légitime. Il est juridiquement incontestable. D'accord? Mais il y a une deuxième information, toujours dans le premier paragraphe. Elle est aussi juridique. C'est pour ça que je dis que le premier paragraphe du communiqué, sa valeur est vraiment juridique. Condamné par la justice malienne à 20 années de réclusion criminelle pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Le président Goïta ne dit pas qu'il accorde la grâce au lieutenant-colonel Yann Christian Bernard Vézilier. Il ne dit pas qu'il lui accorde la grâce parce qu'il n'a rien fait. Parce que finalement, il a été trouvé innocent. C'est-à-dire que le président Assimi Goïta ne désavoue pas la justice. Il n'émet pas un jugement sur le jugement des magistrats. La preuve, c'est qu'il rappelle que ce monsieur a été condamné par la justice malienne à 20 années de réclusion criminelle pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Cela n'est pas modifié. C'est-à-dire que monsieur Yann Christian Bernard Vézilier n'est pas gracié parce qu'il est innocent. Il est gracié précisément parce qu'il a été reconnu coupable. Deuxième paragraphe. Cette mesure de grâce qui ne remet pas en cause les faits établis par un jugement contradictoire au cours d'un procès lors duquel tous les droits de la défense ont été respectés est assortie de l'éloignement immédiat de l'intéressé du territoire national. Le deuxième paragraphe a pour but d'expliquer que c'est une décision de l'autorité présidentielle qui ne remet ni de près ni de loin en cause le jugement qui a été émis par la justice. La justice malienne a été juste. Elle a correctement condamné Yann Christian Bernard Vézilier. Cela n'est pas remis en cause. Mais la deuxième information qui est ici, c'est qu'il a été immédiatement libéré. L'expression libéré est appelée ici éloigné immédiatement du territoire national. Il a été rapidement expulsé du Mali. On n'a pas voulu dire expulsé. Il a été, libéré, c'est-à-dire immédiatement éloigné du territoire du Mali. Ça a été fait quand? Ça a été fait aujourd'hui, 13 août 2026. Yann Vézilier a été libéré le même jour que 82 militaires maliens étaient libérés par la coalition impériale terroriste soutenue par la France. En simple écriture d'histoire, personne ne peut contester cette version. À savoir que l'espion français Yann Christian Bernard Vézilier a bénéficié d'une grâce du président Assimi Goïta le jour où 82 militaires maliens détenus par la coalition terroriste soutenue par la France, c'est-à-dire par Emmanuel Macron, le chef de la junte néocolonialiste et terroriste française, lorsque la coalition dont il est le parrain a libéré 82 otages militaires maliens, le même jour, le président Assimi Goïta a libéré un prisonnier, français, coupable de crimes d'atteinte à la sûreté de l'État malien. Alors donc, je vous invite à écrire avec moi la phrase suivante. La libération de Yann Christian Bernard Vézilier coïncide jour pour jour, acte pour acte, à la libération des 82 otages militaires maliens. Donc vous écrivez équation géopolitique et diplomatique Goïta égale 82 militaires maliens libres pour un militaire français libre. Écrivez cette équation-là et vous ajoutez une inconnue plus X. Je recommence l'équation. L'équation diplomatique et géopolitique du leader du Mali, Assimi Goïta, s'écrit de la manière suivante. 82 otages militaires maliens libérés par la coalition terroriste JNIM-FLA, dirigée par la France, est égal à un militaire français
impliqués dans la déstabilisation terroriste du Mali, libérés. C'est-à-dire qu'un militaire français qui s'attaque au Mali est échangé contre 82 militaires maliens qui défendent leur pays. Vous devez écrire là, écrivez cette équation, ceux qui n'ont pas compris les deux communiqués. Je vous ai dit que je lis les deux communiqués ensemble. On nous a tambouriné ici pendant très longtemps avec l'idée de 54 ou bien 57 militaires français qui seraient morts pour le Mali. Alors que ce sont des milliers de Maliens qui sont morts du fait des terroristes qui ont été implantés ici par l'OTAN et notamment par le néocolonialisme français. On nous a pompé l'air. On a perdu 57 soldats qui sont morts pour le Mali. Le Mali vient de rétablir l'équation en inversant le rapport de force. Le Mali dit, vous déteniez 82 de nos soldats en otage alors qu'ils défendaient notre souveraineté, notre pays. Vous les libérez. Nous détenions un de vos soldats qui a participé à la déstabilisation terroriste contre notre pays. Nous le libérons par une grâce. C'est ça l'équation. Si cette équation n'existait pas, les autorités maliennes n'auraient jamais publié les deux communiqués le même jour. Et j'ai dit, il faut ajouter à l'équation plus X. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va apporter? Quel va être le gain de cette égalisation? Avant, on nous pompait les 57, 57, alors que des milliers d'Africains, des dizaines de milliers d'Africains, des centaines de milliers d'Africains, des millions d'Africains meurent du terrorisme, orchestré par les puissances occidentales et moyen-orientales. On était là en train d'essayer de nous montrer qu'un militaire français valait des milliers de Maliens. Le président Goïta montre qu'au Mali, là, 82 militaires maliens valent un militaire français qui tente de déstabiliser le Mali. Ça s'appelle donc le rétablissement de la priorité à la souveraineté africaine. Si vous ne pouvez pas écrire l'équivalence, un militaire français égale en valeur de vie sur le territoire malien, un militaire français qui s'attaque à la souveraineté africaine, qui s'attaque à la souveraineté malienne, eh bien, pour obtenir qu'on lui accorde la grâce, il faut libérer 82 militaires maliens. Si vous ne pouvez pas établir cette équation, vous ne comprenez pas la raison pour laquelle les deux communiqués sont sortis le même jour. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai dit qu'il fallait écrire un militaire français en échange de 82 militaires maliens. C'est-à-dire que les militaires maliens sont plus importants en nombre pour le président malien que les militaires français. Dans cet échange-là, qui remporte la mise? C'est celui qui libère 82 hommes en échange d'eux. Et qui perd la mise? C'est celui qui libère 82 hommes, qui est obligé de libérer 82 hommes pour en sauver un. Le perdant dans cet échange tactique, géostratégique, c'est la France. Le perdant, c'est la France. Et je vais montrer en quoi la France est le grand perdant de l'opération qui vient de se dérouler aujourd'hui. Bon, continuons à lire. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour saluer un pays frère dont les bons offices exercés avec discrétion et dans le respect scrupuleux de la souveraineté du Mali ont contribué à l'obtention de cette grâce. Donc, il y a un troisième facteur qui est intervenu. Entre la France de Vézilier et le Mali, du président Assimi Goïta, entre la France de Macron et le Mali du président Assimi Goïta, il y a un intermédiaire qui a opéré et qui a facilité les choses. Ceci nous permet de nous poser la question de savoir où étaient détenus les militaires maliens qui ont été pris en otage. Je n'ai pas de certitude sur le lieu où ils étaient détenus, mais j'ai une conviction. Au regard de l'attitude que l'Algérie et la Mauritanie avaient adoptée envers le Mali dans la séquence historique dont nous parlons, c'est-à-dire que l'Algérie et la Mauritanie ont accepté, c'est connu de tous, d'être les bases arrière des groupes terroristes qui attaquent le Mali. La coalition FLA-JNIM attaque le Mali en s'adossant sur la protection algérienne et sur la protection mauritanienne. J'ai un autre indice, c'est le fait que le renégat Oumar Mariko a été vu en Mauritanie, sur le territoire mauritanien, dans un camp terroriste où étaient détenus des militaires maliens. Donc je fais l'hypothèse que probablement les 82, je ne dis pas certainement, je dois être très honnête ici, les 82 militaires maliens qui viennent d'être libérés étaient détenus en otage par les groupes terroristes, probablement dans le territoire mauritanien ou dans le territoire algérien. Dans les deux cas, la question est de savoir quel est l'État qui a facilité les choses. Et voici mon explication. Si
Ils étaient détenus dans le territoire mauritanien. L'État qui a facilité les choses, parce qu'il a des relations plutôt cordiales et chaleureuses avec la Mauritanie, pour moi, c'est le Maroc. Au cas où ils étaient détenus, les 82 militaires, nos FAMA, qui sont désormais libres, et je les salue pour leur dignité, au cas où ils étaient détenus en Mauritanie, c'est le Maroc qui a probablement facilité, à partir de ses bonnes relations avec la Mauritanie, la libération de nos hommes. Mais s'ils étaient détenus par les terroristes en Algérie, parce que les terroristes ont aussi leur base arrière en Algérie, l'embellie diplomatique qui s'est déployée ces derniers temps entre le Mali et l'Algérie peut expliquer que le président Abdelmajid Tebboune joue un rôle positif dans la libération des otages maliens. Donc, dans les deux cas, on peut imaginer une médiation marocaine vers la Mauritanie, qui était le lieu de détention, ou une médiation algérienne. Je n'exclus pas un troisième pays, qui est un très grand médiateur, dans la sous-région ouest-africaine. Et je n'ai aucune espèce de certitude. Ce troisième pays que je vais citer en tant qu'analyste politique, c'est le Togo. Je ne peux pas exclure que la diplomatie togolaise, qui est très efficace, par exemple, c'est elle qui a facilité la libération des 49 Wagner, d'Alassane Draman Ouattara, ici, il y a quelques années. Je ne peux pas exclure que ce soit éventuellement aussi un succès de la diplomatie togolaise. Trois pays ont probablement joué un rôle dans la facilitation de tout ceci, si les militaires maliens étaient détenus hors du territoire malien, ce qui est mon hypothèse. Parce qu'avec la puissance de feu que les FAMA ont sur le territoire national, je ne vois pas comment les terroristes auraient pu les garder depuis plusieurs mois à l'intérieur du territoire du Mali. Je pars du principe qu'ils avaient été déportés soit en Mauritanie, soit en Algérie. Et à ce moment-là, le Maroc, le Togo, l'Algérie ou même la Mauritanie elle-même ont accepté enfin de cesser de protéger ces voyous et de faire libérer nos bien-aimés forces armées maliennes. Voilà le champ des médiations possibles. Mais toutes ces médiations n'ont aucun sens si on n'a pas compris une troisième chose. Ces médiations n'ont de sens que si enfin tout le monde a compris et reconnu ce que le Mali, depuis le 15 août 2022, a dit devant l'Assemblée générale de l'ONU, devant le Conseil de sécurité des Nations unies. Moi, je n'ai pas oublié ce que le Mali nous a dit. Le Mali a informé le monde entier que les terroristes qui attaquent le Mali, à partir de l'Algérie et de la Mauritanie, à partir de la Côte d'Ivoire, à partir des territoires de certains pays de la CEDEAO, comme le Bénin, etc., ces terroristes-là sont en réalité les mercenaires du néocolonialisme français. Personne ne doit oublier cette information. Elle a été officiellement délivrée par le gouvernement malien. Elle a été réitérée par le gouvernement burkinabé. Elle a été réitérée par le gouvernement du Niger. Il s'ensuit que tout le monde doit bien comprendre que le lien entre les deux communiqués que je vous ai lus, c'est que, in fine, les plus hautes autorités du Mali savaient que les terroristes du FLH-NIM étant des mercenaires de la France-Afrique, ces terroristes détenant en otage des dizaines de soldats maliens, la seule façon d'obtenir leur libération, c'était de forcer la main à Emmanuel Macron en lui montrant que désormais, un seul soldat français qui vient se mêler des affaires du Mali, est obligé de servir de monnaie d'échange pour 82 soldats maliens. En réalité, le véritable duel diplomatique et géostratégique qui s'est déroulé dans cette affaire, c'est que Macron, pour reprendre son espion, a été obligé de demander à ses mercenaires du FLH-NIM de libérer les soldats maliens. Écrivez ça. Ça, c'est mon analyse. Et je suis convaincu que les jours à venir vont confirmer cette analyse. Assimi Goïta tord la main à Macron. Le leader du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, mate Macron. En lui disant, maintenant je vais te montrer qu'un seul espion ou soldat français qui vient attenter à notre vie ici, il va te coûter la libération de tous les otages que tes mercenaires entretiennent en Mauritanie, en Algérie, entretiennent dans le territoire africain et dans l'AES. Voilà le message. Voilà le message. Est-ce que vous comprenez? Donc, derrière cette médiation, que cette médiation ait été menée par l'Algérie, ou qu'elle ait été menée par la Mauritanie, ou qu'elle ait été menée par le Maroc, ou qu'elle ait été menée par le Togo, derrière cette médiation-là, il y a le président Assimi Goïta qui a appris à Macron qu'il n'est pas son camarade. C'est un coup de marteau diplomatique, c'est un coup de marteau géostratégique administré par le leader du Mali au chef de la junte néocolonialiste et terroriste française Emmanuel Macron. Écrivez ça, Aya Sebe. Car en réalité,
Le JNIM FLA, ce sont les mercenaires, ce sont les tirailleurs de la France-Afrique. Ce sont les mercenaires du néocolonialisme français. Les Mahmoud Diko, les Al-Gabas,